À la une de ce journal, un emprunt obligataire lancé par Fidelis Finance d'un montant de 15 milliards de francs CFA qui permettra à l'institution financière de s'engager pour l'innovation et la croissance durable. À voir aussi la tenue d'une rencontre du Comité national de la zone de libre-échange continentale dont l'objectif est pour l'ensemble des parties prenantes de s'accorder sur un plan d'action annuel. Et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a effectué sa rentrée budgétaire au titre de l'année 2024, un budget qui s'élève à 586 milliards de francs CFA. Après une formation pratique et théorique, 17 étudiants de l'Institut supérieur de commerce et de management ont reçu leur parchemin de licence professionnelle. Le point complet dans cette édition. Bienvenue à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur nos antennes. Fidelis Finance cap 25, 7% 2023-2028, tel est le nom d'un emprunt obligataire lancé par Fidelis Finance d'un montant de 15 milliards de francs CFA. C'est un emprunt qui permettra à l'institution financière de s'engager pour l'innovation et la croissance durable à travers ses actions en faveur des entreprises de divers secteurs d'activité. La cérémonie de première cotation s'est déroulée dans les locaux de la BRVM à Abidjan Plateau en présence de Zénab Dosso et de Tima Traoré. Titre Fidelis Finance 4,25, 7%, 2023-2028. Volume échangé 100, montant échangé 1 million de francs CFA. Ça y est, la cloche qui retentit dans cette salle de cotation de la BRVM lance officiellement cet emprunt obligataire voulu par l'un des premiers responsables du groupe Fidelis Finance. Cap 25, 7,00%, 2023-2028, son nom. C'est un montant de 15 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. L'objectif de l'opération de cotation, c'est d'offrir l'opportunité à tous ceux qui ont investi pour acheter ces titres de pouvoir s'adresser au marché financier à travers la bourse pour les mettre en vente, pour les rendre liquides. Les ressources mobilisées vont permettre de financer les petites et moyennes entreprises dans tous les pays d'implantation du groupe Fidelis et aussi de permettre donc aux PME qui ont été sélectionnés dans des secteurs, différents secteurs économiques. Cette opération a connu un succès retentissant car elle a été plutôt souscrite à 100% sur le marché financier. Une entrée boursière qui satisfait à plus d'un titre le directeur général de la BRVM qui pense que le secteur privé n'occupe pas toute la place qu'il devrait occuper. Et le secteur privé ne représente aujourd'hui que 3,84% du total des emprunts en cours à la BRVM, ce qui reste particulièrement faible. Notre ambition, c'est vraiment d'accroître la participation du secteur privé au développement économique de nos pays. Depuis 25 ans, Fidelis Finance contribue au développement de plusieurs entreprises ou PME, dont certaines, aujourd'hui, constituent des modèles de réussite dans leur secteur d'activité, tant au plan national qu'international. Ces entreprises se regroupent dans les secteurs tels que l'industrie agroalimentaire, la santé, les services et les TIC. Où en est-on avec l'opérationnalisation en Côte d'Ivoire? Quel est le chemin parcouru et à parcourir? Le Comité national de la zone de libre-échange continentale se réunit pour la deuxième fois en ce début de 2024. Cette fois, l'objectif est pour l'ensemble des parties prenantes de s'accorder sur un plan d'action annuel. Issa Badini et Richard Akeke ont assisté au démarrage des travaux. La Direction générale du commerce de Côte d'Ivoire, le Premier ministère, le Comité national ZLECAf, les patronats, les partenaires techniques, c'est tout l'écosystème de l'opérationnalisation de l'accord de libre-échange continental qui se retrouve dans cette salle afin de s'accorder
sur une feuille de route pour l'année 2024. L'Afrique est le deuxième marché de la Côte d'Ivoire, avec 30% de nos échanges au niveau mondial. Donc c'est un marché important, le deuxième pour notre économie. Donc il était important qu'on puisse d'abord faire le point à la première réunion du comité technique de toutes les avancées que nous avions eues. À cette première réunion, les acteurs ont constaté, sous l'impulsion de la secrétaire exécutive, qu'il était important que chaque acteur dise ce qu'il peut faire ou mettre en œuvre pour que nous puissions avancer au niveau de la ZLECAf, parce que ça ne doit pas être l'affaire du sous-secrétaire exécutif. C'est vrai qu'il y a une stratégie nationale, mais le secteur privé, à la demande et en partenariat avec le ministère du Commerce, la Direction générale du commerce extérieur et le comité technique de la ZLECAf, nous avons effectivement eu un cadre d'échange où nous avons formalisé donc, cette stratégie du secteur privé pour la ZLECAf. Quel bilan 2023 peut-on tirer? Le directeur général du commerce extérieur voit un verre à moitié plein. Tiens aux acteurs eux-mêmes, avec le travail remarquable qu'a fait le secrétaire exécutif, on peut dire qu'on est à 8 sur 10. Tout ce qui nous reste, parce que qu'est-ce qui était l'élément central dans notre processus pour pouvoir ouvrir le marché? Nous devons être conscients que l'ouverture, c'est d'abord le secteur privé. Donc c'était au secteur privé de nous dire s'ils sont prêts, à quelles conditions ils vont. L'année 2023 a été consacrée à bien écouter le secteur privé et à mettre en place les mesures qu'il faut. 1,3 milliard de consommateurs, la ZLECAf se veut un marché ouvert aux profits multiples. De 5% en 2005, les échanges intra-africains, il faut les souligner, sont passés à 16% en 2021. Avec une ZLECAf généralisée, ce taux des échanges est appelé à changer radicalement de position. Et parlons budget à présent. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a effectué courant de cette semaine sa rentrée budgétaire au titre de l'année 2024. Pour cette année-ci, la santé aura un budget de 586 milliards de francs CFA contre 652 milliards l'année précédente, soit une régression de 8% de sa dotation. Une situation qui a obligé le ministre Demba Pierre à inviter ses collaborateurs à plus de rigueur dans la gestion des ressources. Le commentaire est signé Konina Nourgo. Une rentrée budgétaire entre le ministre Pierre Demba et ses collaborateurs en ce début mars 2024. Cela était incontournable afin de prévenir les dysfonctionnements dans le système sanitaire de la Côte d'Ivoire. Car le ministère de la Santé a vu son budget 2024 réduit de 8% par rapport à l'année précédente, soit un budget de 586 milliards de francs CFA en 2024 contre 652 milliards en 2023. Comme vous pouvez le constater, nous faisons face cette année à une contraction de notre budget de l'ordre de 10%. Il est donc important cette année de prioriser les dépenses essentielles et de maximiser les revenus et les ressources propres. Pour maintenir la qualité des services, nous devons rechercher des solutions innovantes, à moindre coût, et impliquer nos collaborateurs dans l'optimisation budgétaire. En travaillant ensemble et en étant solidaires, nous pourrons surmonter cette période de contraintes financières et continuer à avancer vers nos objectifs. Chers responsables des programmes, chers gestionnaires des crédits, j'ai souvent constaté un faible taux d'engagement lors des exercices budgétaires précédents. Certains gestionnaires attendent la fin de l'année pour exécuter totalement leur budget et rencontrent donc des difficultés pour atteindre les objectifs. Vous devez donc prendre des mesures pour améliorer votre processus d'engagement et assurer une gestion optimale des ressources financières octroyées en évitant d'accumuler des dettes. Le budget 2024 du ministère hors dotation, lutte contre Covid-19 et comptes spéciaux du Trésor s'élève à 586 milliards 039 millions 676 119 francs, devant servir à la réalisation de 13 actions avec 181 activités prioritaires réparties en 3 programmes. Cette rentrée budgétaire a vu la participation des contrôleurs budgétaires, les directeurs généraux, centraux et des directeurs des différents programmes de santé. Cette réunion du ministère de la Santé s'inscrit dans le cadre de la communication budgétaire de l'État de Côte d'Ivoire.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adaman Kamara, et les responsables de la plateforme de transport Yango ont signé une convention ce lundi à son cabinet au Plateau. Il s'agit à travers ce protocole d'accord d'enrôler tous les chauffeurs Yango au régime social des travailleurs indépendants pour garantir la sécurité de leurs revenus d'une part et d'autre part à la couverture maladie universelle pour leur assurer l'accès aux prestations de santé de qualité à moindre coût. Une convention qui permet au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de mettre en œuvre la politique sociale du président Alassane Ouattara. Avec le régime social des travailleurs indépendants, en fonction du niveau de cotisation, l'assuré, à jour de ses cotisations, est en droit d'avoir, comme je le dis à souhait, 2 salaires. Le premier salaire, c'est celui qu'il tire du régime de base. Et le second salaire est celui qu'il tire de la complémentaire. Vous voyez que cet assuré consciencieux qui a écouté le message du président de la République en s'appropriant les textes que le président de la République a fait adopter à leur profit, dis-je, s'il cotise au moment où il ira à la retraite, au lieu d'avoir un salaire, il va avoir 2 salaires. Plus il y aura des cotisants, plus les perspectives seront réduisantes. Et donc je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel aux autres opérateurs dans le même secteur que Yango, c'est-à-dire Hitch et Uber, que je vais recevoir incessamment pour les inviter à faire comme Yango a fait en créant un travail décent au profit des chauffeurs, de leurs partenaires. Et dans le chapitre enseignement supérieur, après une formation pratique et théorique, 17 étudiants de l'Institut supérieur de commerce et de management ont reçu leur parchemin de licence professionnelle le samedi dernier à la Bibliothèque nationale du Plateau. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des parents et amis des récipiendaires. Le compte-rendu est signé Ami Korobara et Doumbia Ayuba. Vêtus de toge, souris aux lèvres, ce sont des récipiendaires tout heureux qui ont reçu leur diplôme de licence professionnelle le samedi 9 mars à l'auditorium de la Bibliothèque nationale au Plateau. Ils sont 17 au total à décocher leur sésame de licence professionnelle en marketing et communication digitale pour certains et en comptabilité et gestion des entreprises pour d'autres. Des diplômes qui viennent sanctionner des années de dur labeur. Je suis très heureux d'être le major de cette promotion. Je ne me voyais pas vraiment faire la licence, mais avec cette bourse, ils nous ont donné une chance de vraiment prouver qu'on avait la capacité de vraiment y participer. La formation s'est très bien passée parce qu'on a fait en même temps pratique ainsi que notre théorie, etc. Donc c'est ce qui est arrivé. Vraiment, je suis heureux aujourd'hui, en ce jour. Comme tous les diplômés d'aujourd'hui, nous sommes tout heureux. Je suis particulièrement heureuse parce que ça n'a pas été facile, mais avec l'effort et les encouragements de certains, j'ai pu arriver et puis voilà, nous sommes tous émus en fait, les mots me manquent. Lors de cette cérémonie de graduation, la fondatrice de l'Institut supérieur de commerce et de management, Adja Afsetou Sonan, a félicité les récipiendaires et les a exhortés à donner le meilleur d'eux en milieu professionnel. Pour être mieux outillés, ces récipiendaires, premiers boursiers de la promotion baptisée Adja Afsetou Sonan, ont bénéficié d'une formation pédagogique innovante incluant une formation pratique et théorique en entreprise. L'objectif de cette cérémonie du jour est de récompenser notre première promotion dans le cadre de notre programme de bourse Adja Afsetou Sonan, un programme que nous avons lancé en 2021. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un parcours pour ces étudiants-là qui ont accepté de venir à notre école et surtout d'accepter notre méthode. Comme on l'a expliqué tout au long de la cérémonie, on a une méthode un peu innovante qui atteigne la présence en entreprise et les coûts, ce qui n'est pas vraiment très évident. Ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour s'adapter. L'Institut supérieur de commerce et de management totalise 15 ans d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.
L'université Nangui-Abrogwa a organisé un atelier de bilan pour évaluer son contrat de performance de 2022 à 2024. L'objectif était d'examiner la gestion administrative et l'efficacité des activités programmées tout en identifiant les réussites et en proposant des recommandations pour l'avenir. Diane Kablancan et Doumbia Yuba. L'université Nangui-Abrogwa s'est préparée à clore un chapitre important de son histoire académique. Elle a organisé le lundi un atelier de bilan pour évaluer en profondeur le contrat de performance CDP qui a été mis en vigueur de 2022 à 2024. Cet événement prévu depuis le démarrage du CDP revêt une importance capitale alors que les parties prenantes se réunissent pour réfléchir aux réalisations, aux défis surmontés et aux leçons apprises au cours de ces 2 ans d'engagement intensif. Porté sur 4 axes stratégiques principaux. La gouvernance, l'amélioration des formations, l'amélioration de la recherche et les conditions de vie également des personnes de l'université, des composantes, l'amélioration des conditions de vie des acteurs de l'université. Et à l'issue donc de ces 2 ans de contrat de performance, nous avons fait aujourd'hui le bilan qui est positif sur pratiquement tous les 4 axes stratégiques, parce que les activités ont été réalisées à peu de 95% pour tous les axes, entre 95 et 100%, ce qui est un très bon résultat. Les objectifs de cet atelier sont multiples. Tout d'abord, il vise à passer en revue minutieusement la gestion administrative de l'université au cours de la période du CDP, examinant le processus, les pratiques et les décisions prises pour renforcer la gouvernance et l'efficacité institutionnelle et enfin, l'évaluation des activités programmées dans le cadre du CDP, évaluant leur pertinence, leur efficacité et leur contribution aux objectifs globaux de l'université. En termes de réalisation, comme le président l'a dit, nous avons autour de 95% de réalisation et on peut dire que le contrat a été mené à terme. Les activités ont été menées comme elles se devaient et il y a eu beaucoup d'avancées. Ça a permis beaucoup d'avancées au sein de notre université. Cet atelier a pu fournir une plateforme pour présenter les réalisations du CDP, mettant en lumière les succès, les progrès réalisés dans divers domaines tels que l'amélioration de la qualité de l'éducation, le renforcement de la recherche et de l'innovation, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la communauté universitaire. Et toujours dans le cadre de la formation dédiée à la jeune féminine, la cérémonie de remise de diplôme aux étudiantes de la SEC Academy a eu lieu le week-end dernier dans la commune de Bingerville. Après 3 mois de formation, ces étudiantes en caisse spécialisée et assistanat de direction ont reçu leur diplôme de fin de formation et sont donc prêtes à entamer leur carrière professionnelle. Koné Nanorgo et Tima Traoré pour le point. Il a fallu 3 mois de formation à ces assistantes de direction, réceptionnistes, caissières spécialisées et auxiliaires pour être à l'honneur ce jour. Ces 3 mois de formation théorique et pratique, cette 3e promotion d'assistantes de direction et 5e promotion des caissières spécialisées les ont passées à la CEC Academy, un cabinet de formation fondé par Baboto Franck, pour répondre aux défis de la formation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons que sur le marché de l'emploi, il y a assez de personnes, d'étudiants comme des personnes sans emploi, qui ont tendance à oublier qu'il faut des compétences. Bien vrai qu'ils quittent l'école, mais ils n'ont pas encore de compétences. Donc nous, notre académie vient pour leur apporter un soutien, pour leur permettre de s'insérer en accueillant des compétences sur 3 ou 6 mois de formation. Devant parents, époux et amis, ces étudiantes ont reçu leur diplôme de fin de formation. Orientée vers la promotion de l'excellence et du travail bien fait, la CEC Academy en a profité pour récompenser les meilleures étudiantes des promotions avec une mention spéciale à Sidibé Tenendje qui a raflé le prix de la meilleure des meilleures, dont un contrat de travail au sein du cabinet. D'abord, je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix d'excellence. Cela démontre le résultat d'un travail de dur labeur. Et je remercie vraiment mes fondateurs et mes enseignants qui nous ont formés, nous ont donné toutes les valeurs pour pouvoir être une très bonne assistante de direction demain.
Également, je remercie la Fondation Manuela Olo, qui par le biais, je suis arrivée à CSU académique pour suivre cette formation. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu terminer ma formation grâce à Dieu. Ça s'est bien passé. Les conditions étaient vraiment parfaites. On était vraiment à l'aise. Organisme de formation spécialisé du groupe Babo Corporate, la CSE Academy propose plusieurs formations diplômantes et certifiantes à l'endroit des dirigeants d'entreprises, professionnels ou salariés. La deuxième édition de la journée de célébration de l'élite féminine s'est tenue le week-end dernier à Abidjan. Cet événement qui vise à promouvoir les jeunes filles et leur autonomisation est une initiative du Réseau international de la jeunesse féminine qui a pour la seconde fois voulu s'exprimer sur la mentalité et le parcours de la femme élite africaine. Walter Kofi et c'était ici. Elles avaient la bonne adresse pour se trouver un mentor, une personnalité inspirante, capable d'influencer leur parcours. C'était lors de la journée de célébration de l'élite féminin GEFA, un événement qui a réuni des femmes entrepreneurs, leaders dans leur secteur d'activité et des jeunes filles. Des assises tenues par le réseau international de la jeunesse féminine, dont la présidente Etienne Sogodogo a précisé l'intérêt de cette deuxième édition, qui est de rendre un hommage aux figures féminines et créer l'émulation auprès de la jeune génération. On voudrait que la jeune fille soit meilleure, mais pour qu'elle soit meilleure, il faut qu'elle sache, qu'elle touche du doigt, qu'elle voit ce qu'on appelle meilleur. Alors il faut présenter des dames, il faut présenter des talents féminins, des dames qui sont parties de rien, des dames qui ont un parcours brillant pour permettre à cette jeunesse féminine d'avoir une boussole, d'avoir un modèle. Pour nous, il est question de travailler à la mentalité de cette jeunesse féminine-là. Alors à l'école, il faut pouvoir les maintenir. Donc nous faisons des activités où elles-mêmes, en fait, nous avons une approche participative. Donc les filles elles-mêmes, elles sont actrices de leur développement et de leur épanouissement. L'événement a vu la participation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et celle de présidente de réseaux et ONG militants en faveur des jeunes filles. Pour ces derniers, cette rencontre est bienvenue car elle contribue au changement de mentalité de la jeune fille. Dès la base, il faut que nous puissions investir dans leur formation, que nous puissions investir dans leur éducation pour les écarter, on va dire comme ça, des fléaux qui minent actuellement la jeunesse, notamment les tontines sexuelles, la drogue. Nous sommes sur un continent et dans un pays qui est de plus en plus jeune. Et dans cette jeunesse, évidemment, vous avez la jeunesse féminine qui va contribuer de façon significative au développement de ce continent. Il faut leur donner des outils. Le réseau international de la jeunesse féminine, RESIFI, est un réseau d'aide aux jeunes filles qui désirent entreprendre. Il dispense des formations en entrepreneuriat, au cinéma et en leadership. Une fenêtre sur la Journée internationale des droits de la femme, agir ensemble et l'apport des femmes dans la gestion efficace des équipes sont les thèmes sous lesquels l'Institut national de formation et des agents de santé, INFAS, a célébré la Journée internationale des droits de la femme 2024, une commémoration tenue au siège de l'institution à Abidjan, Treichville. La cérémonie a débuté dans le grand amphithéâtre de l'Institut, qui a abrité une cérémonie commémorative d'hommage à la femme en général et à la femme en milieu sanitaire. Quant à la directrice générale de l'INFAS, elle a rappelé la mission de son institution et s'est exprimée sur la nécessité de renforcer l'inclusion des femmes dans tous les secteurs de la société pour favoriser l'innovation et la performance globale. Nous appelons à l'INFAS de prendre un pan du thème national, c'est-à-dire renforcer la gouvernance des institutions et pour bien préciser le rôle de la femme dans la gestion efficace des équipes. Parce que c'est un environnement de travail et l'environnement de travail peut être conflictuel. L'environnement de travail doit toujours être efficace. Apporter l'épanouissement à chacun des membres de l'équipe INFAS. La cérémonie a vu la participation de femmes directrices d'institutions,
dont l'invité spécial Christine Sigouin, enseignante au Québec. Partager ce qu'on fait de mieux, nous, en tant que femmes. Aujourd'hui, c'est la journée du droit de la femme. On a ici des exemples incroyables de femmes qui inspirent, de femmes qui ont réussi, de femmes qui montrent l'exemple. Et je crois que c'est autant inspirant pour eux que pour moi. Et nous devons toujours regarder vers le futur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous avons comme réalisation? Qu'est-ce que nous devons mener comme combat positif? Nous ne sommes pas dans le mépris de ce qui a été fait. Nous devons être un complément pour l'homme. Rappelons que cette cérémonie s'est tenue dans le cadre du 8 mars, date dédiée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement s'est tenu autour du thème « L'apport des femmes dans la gestion efficace des équipes ». Mieux comprendre pour agir efficacement, c'est le thème de la demi-journée d'échange, de partage organisée par l'ONG Les Femmes Actives pour le bien-être social, dénommée FABES, en marge de la Journée internationale des droits de la femme. Une rencontre d'échange et de partage entre les femmes des associations et regroupements avec les professionnels des différents ministères en lien avec les droits de la femme. La rencontre a eu pour cadre le complexe socio-éducatif de Cocody. Les détails avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Parce qu'elles ne sont toujours pas informées de leurs droits, l'ONG Les Femmes Actives pour le bien-être social, en abrégé FABES, a voulu leur en parler. Autour de la table, Abadija Blandine, conseillère technique auprès du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Sogo Guichard, responsable au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et la représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La Côte d'Ivoire est l'un des pays dans lequel le droit de la femme a considérablement évolué. Mais il faut davantage en parler pour que la donne change et qu'elle se sente en confiance pour jouir considérablement de ces différents droits à tous les niveaux de l'échelle de la société. Pour la conseillère technique auprès du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, quelques avancées en matière des droits de la femme en Côte d'Ivoire sont à noter. Les lois qui ont été votées en 1964 ont été carrément remplacées par de nouvelles lois depuis 2018. Et les femmes ont besoin de connaître vraiment toutes ces lois-là. Donc c'est l'occasion de le faire, c'est un bon cadre pour pouvoir communiquer sur ces nouvelles lois. Si le thème évoqué colle à l'éducation de la femme, sans éducation, aucune d'elles ne pourra prétendre porter efficacement la lutte. Une lutte portée à bout de bras par l'ONG FABES. Notre direction a déployé 5 axes stratégiques. Et dans ces axes stratégiques-là, nous avons le renforcement de la sécurité au niveau de l'école et nous avons le renforcement de la présence, de la représentativité des filles au niveau des métiers des sciences. Être autonome, véritablement, c'est ne pas avoir besoin qu'on nous vienne en aide. Voilà. Et être autonome financièrement, il faut que la femme travaille. Il ne faut pas qu'elle reste oisive. Il faut qu'elle se lève et qu'elle se batte pour son pain quotidien. Et nous refusons que la femme continue, parce qu'il y en a encore beaucoup malheureusement, que la femme continue de tendre la main. L'ONG FABES n'entend pas s'arrêter à une demi-journée d'échange et de partage. Elle compte poursuivre ses activités jusqu'à l'autonomisation de ses membres. La ville de San Pedro, à travers la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a célébré le 8 mars dernier la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme. C'est sur le thème international « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme » que les activités ont eu lieu avec pour objectif la mobilisation des femmes en vue de célébrer la reconnaissance de leurs droits. Abel Kwao et Djekou de Silva. C'est par un défilé des associations de femmes et des entreprises qu'a débuté la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à San Pedro. Une cérémonie organisée par la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À cette occasion, Nakarija Sissé, maire de la commune de San Pedro et marraine de la cérémonie, a exhorté toutes les femmes
à croire en elles. Nous avons des femmes au Sénat, grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La présidente du Sénat, vous voyez aujourd'hui, c'est une femme. Et je demande à toutes les femmes du monde, de la Côte d'Ivoire, de San Pedro, de croire en elles. Le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de San Pedro a martelé que les femmes ne se limitent pas seulement aux activités festives, mais aussi qu'elles fassent des activités de réflexion, surtout sur leurs droits. Et je voulais seulement dire aux femmes, nous avons eu l'ambition et la pleine volonté de ne pas faire seulement des activités festives, mais aussi des activités de réflexion pour qu'elles puissent réfléchir sur leurs droits, pour faire le bilan, les acquis et ce qui reste à acquérir. Pour rappel, en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2024 à San Pedro, des activités sportives ont été organisées, notamment une marche sportive, du fitness, football féminin, mais aussi une conférence sur le thème de l'année et un concours culinaire. La 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme à San Pedro s'est achevée par des prestations artistiques. Les partenaires et acteurs de la mise en œuvre du projet transitionnel d'appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire étaient en atelier à Yamoussoukro en vue de réfléchir sur les acquis de cette initiative en prélude de sa deuxième phase. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Mise en œuvre par l'ONG Kojinta grâce à un financement de l'Union européenne. De juillet 2021 à mai 2023, ce projet dénommé Sokorsi a connu sa phase pilote à Tengrela, suivie d'une extension de 12 mois. Il se prépare actuellement à une nouvelle phase de 36 mois à compter de juillet 2024. Cet atelier de Yamoussoukro permettra de mener une réflexion approfondie autour des défis et tirer les enseignements du projet depuis sa phase de mise en œuvre, tout en mettant en évidence les bonnes pratiques et les axes stratégiques d'intervention qui contribueront à la consolidation de la prochaine phase du projet de cohésion sociale basé sur l'activité minière. L'objectif du projet est de lutter contre l'orpaillage illégal et de créer des conditions favorables afin de créer les conditions favorables permettant l'exploitation aurifère artisanale et à petite échelle, de pouvoir valoriser la communauté, favoriser le développement local au sein de la communauté. Nous avons fait une première phase pilote dans la zone de Tengrela, précisément à Papara, où il y a un centre de formation également qui a été construit. Il y a une première promotion qui est déjà sortie et a pu donner une vie à une des 5 hectares qui avaient été déjà détruits. Après les travaux, des pistes de réflexion axées sur des échanges ont permis d'identifier et définir les prochains axes d'efforts de manière cohérente et structurante au profit des bénéficiaires et de la stratégie nationale de l'État ivoirien dans le domaine de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle qui constitue un important levier de développement socio-économique du pays. On a fait le point sur toutes les réalisations au cours des 2 années écoulées, avec un niveau de satisfaction évidemment qui nous réjouit, mais en même temps avec des objectifs très importants pour la suite. Donc là, les priorités ont été fixées. Étaient présents à cet atelier les autorités administratives locales et coutumières du département de Tengrela. Terminons ce journal en images. The Africa World Builders Trophée Babacar Ndiaye 2024 tiendra sa conférence inaugurale à Dubaï du 17 au 21 avril 2024. Les trophées bâtisseurs et le super prix grand bâtisseur Trophée Babacar Ndiaye, dont les lauréats seront connus à l'issue de la conférence inaugurale, seront officiellement remis lors de la conférence finale à l'occasion des assemblées annuelles de la BAD en mai 2024. Conformément à la tradition de l'événement, le super prix grand
bâtisseur, trophée Babacar Ndiaye, sera attribué à un chef d'État africain dont le pays a enregistré des réussites au regard du thème général de l'année. Le lauréat 2024 succédera à son Excellence André Rogelina, lauréat 2023 dont le pays, Madagascar, est l'invité spécial de la conférence inaugurale 2024. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.